énergétique, maintenance, contrôle non destructif, ingénierie et industrie lourde. En parallèle, une conférence africaine dédiée au contrôle non destructif renforce la dimension continentale de cet événement. SAPRI 2026, qui sera organisé par le CETIM, c'est plus qu'un salon, c'est une plateforme stratégique pour anticiper les mutations industrielles et créer des partenariats à fort impact. TABC sera partenaire dans l'organisation de cet événement et pour rester connecté, n'hésitez pas à vous connecter et suivre les informations directement sur le site du CETIM et les pages de réseaux sociaux du CETIM. Voilà, bon vent à SAPRI 2026 et nous vous invitons vivement à suivre les actualités de SAPRI et prochainement rendez-vous donc SAPRI 2026. Voilà, donc nous allons passer directement au panel de clôture qui commence imminemment. Donc les panélistes, est-ce qu'ils sont là déjà? La modératrice, voilà. Donc le panel commerce intra-africain, construire des chaînes de valeur structurées et des corridors d'investissement. Avec le projet des 94 zones blanches, à titre d'exemple, 164 écoles et 59 centres de santé de base ont été ouverts. Une première étape qui pose les bases de la transformation numérique des services publics en Tunisie. Dans la santé, aux côtés du ministère de tutelle, le groupe Tunisie Télécom déploie des solutions innovantes et met son expertise au service de l'hôpital numérique. Télémédecine, radiologie connectée, mammographie à distance, des solutions concrètes pour rapprocher les soins des citoyens. Dans l'éducation, en partenariat avec le ministère de l'Éducation, Tunisie Télécom accompagne la digitalisation de l'apprentissage. Avec le projet EduNet, 3000 écoles ont été raccordées à la fibre optique, ouvrant l'accès aux classes digitales et aux contenus éducatifs. Pour accompagner cette transformation, Tunisie Télécom s'appuie sur un savoir-faire éprouvé, des équipes expertes et des technologies de pointe. Connectivité, cloud, cybersécurité, intelligence artificielle. Cette dynamique est portée par le groupe Tunisie Télécom, composé de Tunisie Télécom, Sotétel et Topnet, partenaires technologiques de référence de l'État et des institutions. Le groupe Tunisie Télécom, un acteur clé de la transformation digitale au service d'une Tunisie plus connectée et inclusive. Alors, nous appelons nos panélistes, Monsieur Souhaï El Gassoum. Monsieur Souhaï El Gassoum, président CAPC. Son Excellence, Madame Shakila Kazimbaya Oumou Tony. Est-ce qu'elle est là? Alors, nous vous prions de bien vouloir vous présenter sur scène. Monsieur Jalel Tbi, président de Tunisia Investment Authority. Monsieur Gilbert Emwe. Monsieur Hafid Ben Afia, responsable Nord-Afrique, Afrique Bank. Monsieur Laurent Kazadi. Et nous appelons la modératrice, Madame Salimatou Sako. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, nous vous souhaitons un bon panel. On va donner quelques instants à nos panélistes de se saluer. C'est toujours très intéressant lorsqu'en fin de journée comme ça, il y a encore du dynamisme et que autant de convivialité. Donc merci bien et bienvenue à tous. En effet, mon nom est Salimatou Sako. Je vous viens de la République de Guinée, que l'on appelle depuis un certain temps la Guinée notre paradis. Je suis directrice générale de l'agence de communication SACOM. Nous faisons du conseil principalement et de la stratégie.
Et je suis très heureuse d'être ici. Merci encore à tous les organisateurs pour ce très bel accueil et pour tout ce qui s'est déroulé depuis. Ce dernier panel de la journée, comme on dit, last but not least, qui va être très intéressant, avec pour thème « Commerce intra-africain, construire des chaînes de valeur structurées et des corridors d'investissement ». En 2024, le commerce intra-africain a franchi le cap des 220 milliards de dollars, avec une croissance de 12,4%, une reprise remarquable portée en grande partie par la ZLECAf. Et pourtant, cette dynamique ne représente encore que 15% du commerce total du continent africain, là où l'Europe dépasse les 60%. Ce paradoxe est donc au cœur de notre panel de cet après-midi. Pourquoi, malgré les ressources immenses et un accord commercial historique, l'Afrique peine-t-elle encore à construire des chaînes de valeur intégrées et des corridors d'investissement structurés? C'est donc ce que nous allons explorer ensemble. L'enjeu central, comment faire pour que les pays africains produisent ensemble, transforment ensemble, échangent plus facilement et attirent des investissements structurants surtout? Pour explorer ces questions, mesdames et messieurs, j'ai l'immense honneur, comme je le disais, de modérer ce panel parce que, selon moi, toutes les dimensions du sujet y sont représentées. Nous avons la dimension diplomatie et coopération entre États, la finance et l'investissement continental, le secteur privé et le patronat est aussi représenté sur mon panel, et enfin, l'entrepreneuriat de terrain, celui des PME et des start-up, qui font vivre l'économie africaine au quotidien. Je vais donc présenter très brièvement et rapidement mes panélistes avant de rentrer dans le cœur du sujet, qui va se vouloir être dynamique sous forme d'échanges simples, pragmatiques, avec des réponses ou des pistes de solutions concrètes. Son Excellence, Madame Shakila Kazimbaya Umutoni, est diplomate rwandaise de carrière. Elle est l'ambassadrice du Rwanda auprès de la Tunisie, avec accréditation également au Maroc et en Mauritanie, ce qui fait d'elle un véritable pont diplomatique entre l'Afrique de l'Est et le Maghreb. Elle est ancienne directrice générale de l'Afrique au ministère des Affaires étrangères du Rwanda, nommée par le président Paul Kagame. Elle a piloté les relations bilatérales avec l'ensemble des pays africains et les grandes communautés économiques régionales. Elle est particulièrement engagée sur la ZLECAf et l'intégration africaine. Je vous prie d'applaudir Madame, Son Excellence, Madame l'ambassadrice. Monsieur Souel Gessoum est chef d'entreprise et expert en numérique. Il est depuis février 2025 le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen, l'une des organisations patronales les plus influentes d'Algérie. Il est le CEO d'Alpha Computer. Il est une voix reconnue sur la souveraineté numérique et la diversification des exportations hors hydrocarbures. Il œuvre activement à la mise en œuvre concrète des accords commerciaux signés lors de la dernière IATF d'Alger, estimés à 11 milliards de dollars. Sous vos applaudissements, Monsieur Wissem, bienvenue. Monsieur Jalel Tebib, haut fonctionnaire tunisien avec plus de 20 ans d'expérience dans la promotion de l'investissement, il cumule depuis janvier 2026 les fonctions de président de la Tunisia Investment Authority et de directeur général de la FIPA, Foreign Investment Promotion Agency. Il incarne la vision de la Tunisie comme plateforme passerelle entre l'Afrique et les marchés européens, avec un objectif ambitieux, 4 milliards de dinars d'investissements étrangers entre 2026, après une progression de plus de 39% en 2025. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bienvenue, Monsieur le Directeur Général. Monsieur Laurent Kazadi, entrepreneur congolais basé à Kinshasa, il préside le Congo Africa Business Council, réseau dédié à promouvoir les entreprises de la RDC à l'international et à ouvrir Kinshasa aux partenaires africains. Il est lauréat du prix Young African Entrepreneur of the Year
à la FITA 2025. Il est convaincu que la transformation digitale et la coopération sud-sud sont les vraies clés de l'intégration africaine. Il connaît les corridors de l'intérieur et il nous en parlera concrètement tout à l'heure sous vos applaudissements. Monsieur Kazadi, bienvenue. Monsieur Hafed Ben Afia, cadre dirigeant tunisien d'Afreximbank, la banque panafricaine que nous connaissons tous d'import-export, qui est présente dans 54 pays. Il couvre l'ensemble de la région Afrique du Nord depuis le Caire. Après des expériences chez Maersk et à la Banque islamique de développement, il pilote aujourd'hui le financement de projets structurants dans les secteurs industriels et d'infrastructures. Il est notamment en charge du déploiement du PAPSS, le système panafricain de paiement et de règlement, qui se veut être un outil concret pour fluidifier les échanges entre pays africains. Bienvenue, Monsieur Ben Afia. Merci d'être là. Sous vos applaudissements. Entrepreneur camerounais, Monsieur Gilbert Eweme, avec plus de 18 ans, aux côtés des startups et PME africaines, il coordonne Accelerate Africa, organisation continentale présente dans plus de 10 pays, dédiée à libérer la croissance économique en soutenant le secteur privé. Il est le fondateur de Yes Cameroun, consultant auprès de plusieurs agences onusiennes et de la GIZ. Il porte la voix de ceux qui sont sur le terrain chaque jour, les petites entreprises qui veulent croître mais qui peinent encore à accéder aux opportunités réelles de la ZLECAf. Je vous prie de l'accueillir également. Monsieur, bienvenue sur ce panel. Je vous le disais que selon moi, toutes les dimensions de la question sont représentées sur ce panel. Et sans plus tarder, je vais leur passer la parole. Ce sera à eux d'échanger. Je l'espère que nous aurons également le temps de prendre quelques questions. Une question générale que je souhaiterais, parce que Son Excellence, Madame l'ambassadrice et moi-même sont les seules femmes sur le panel. Mais je peux vous garantir qu'il s'agit... Nous faisons le poids. Applaudissez quand même pour nous. Excellence, Madame l'ambassadrice, qu'est-ce qui empêche, selon vous encore, nos pays africains de produire, de transformer et de commercer davantage entre eux? Juste allumé au milieu, voilà. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Avant tout propos, j'aimerais prendre ce moment pour remercier les organisateurs, la FITA TABC, pour l'aimable invitation adressée au Rwanda, qui est présent à ce forum pour la première fois. Et donc, je vous en remercie. Et je viens en profiter donc pour partager quelques réflexions de la perspective du Rwanda sur cette question qui est très pertinente. Une question pertinente parce que il faut qu'on se le dise, ce n'est pas aujourd'hui que la question se pose. Ça fait vraiment beaucoup de temps que nous nous rendons dans des forums comme ça et nous nous posons toujours la même question. Il est peut-être important de rappeler que la ZLECAf, qui devrait être l'élément qui aiderait nos pays justement à arriver à produire ensemble, à échanger et à voir ces chiffres augmenter, mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Rappelons que le protocole de la ZLECAf a été signé à Kigali déjà en 2018. Donc, on approche déjà 10 ans après la signature. Un protocole, par ailleurs, qui a été ratifié très rapidement et qui, on le voit encore aujourd'hui, peine à donner les résultats auxquels on s'attendait. Et donc, c'est tout à fait naturel de se poser la question, pourquoi on n'y arrive pas? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, je pense que c'est très important d'abord de se rappeler que quand nous parlons commerce intra-africain, il faut penser à nos populations. Il faut d'abord placer les populations au cœur de la question. Parce que quand nous parlons commerce intra-africain, c'est les opportunités que nous voulons créer pour nos populations, surtout pour nos jeunes, à pouvoir produire, à pouvoir commercer, pas seulement dans leur pays, mais au-delà de leurs frontières.
Et c'est là où je pense que, comme d'autres panélistes pourront apporter les angles différents à la question, moi je vais revenir sur la dimension de la volonté politique. La dimension de la volonté politique dans le sens où on ne va pas dire que cette volonté, elle manque complètement, parce que si nos chefs d'État ont signé ce protocole, si beaucoup de pays tout de suite l'ont ratifié, et qu'aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a certains développements dans la mise en œuvre de la ZLECAf, mais la vérité est que nous en sommes encore très loin. Nous en sommes encore très loin parce que entre nous, il manque peut-être encore la confiance que nos États doivent se faire entre eux. Tout à fait. Et cette confiance, il est grand temps que nous soyons capables de la créer et de la vivre au quotidien. Quand nous parlons de volonté politique, premièrement, c'est dans le sens de la mise en œuvre de ce que nous avons convenu de faire, que nous ne faisons pas. Ça prend une volonté politique à un autre niveau pour le faire. Mais cette volonté politique, elle se voit aussi dans la lenteur de la mise en œuvre de certains accords. Quand nous parlons commerce intra-africain, cela veut dire commercer en dehors de nos frontières. Pour la plupart de ceux qui sont venus en Tunisie de leur pays, certains sont passés par plusieurs autres pays pour arriver ici. La question de visa. On ne peut pas commercer si on n'est même pas capable d'aller dans l'autre pays. Et la question, c'est de savoir pourquoi, depuis beaucoup d'années déjà, l'Union africaine s'est donné cette mission de supprimer les barrières, en effet, pour avoir une facilité pour les communautés africaines de se déplacer d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, ce n'est pas la réalité. Certains pays ont commencé à faire des progrès, dont le Rwanda d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, pour aller au Rwanda, vous n'avez pas besoin de visa. Absolument. On a commencé avec les pays africains. Aujourd'hui, cela s'est étendu sur d'autres pays aussi. Et quand nous avons ouvert nos frontières, nous avons vu comment cela a stimulé les investissements. Parce que si quelqu'un se rend compte qu'il y a des investissements possibles à faire au Rwanda, mais que par la suite, toute la bureaucratie pour pouvoir s'y rendre l'en empêche, c'est nos pays qui perdent. Absolument. Donc ça, je pense que c'est une question qui est très importante, qui va avec la volonté politique. Et j'espère que certaines des recommandations qui sortent justement des forums, des panels pareils, c'est pour donner des recommandations à nos États de mettre en œuvre ce qu'ils ont signé. Parce qu'en effet, on a déjà tous ces outils, ils existent déjà. Et la question, c'est vraiment la mise en œuvre, et c'est là où le bas blesse, et c'est là où je pense qu'il faut mettre beaucoup d'efforts. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, Excellence, pour cette intervention. Le Rwanda, en effet, est souvent cité comme un modèle d'intégration africaine, donc nous allons y revenir. On a parlé, bien entendu, de volonté politique et de malheureusement... De l'autre côté, cette lenteur dans la mise en œuvre de ces accords qui sont signés, qui existent. Les outils sont là, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui bloque? Donc merci déjà pour ces pistes. Je disais encore hier en arrivant que je voyage beaucoup et en moins de 2 semaines, en moins de 10 jours, pardon, je viens de faire 5 pays africains et j'ai dû passer par l'Europe au moins 3 fois sur 5. Et en arrivant hier en Tunisie, donc fatiguée mais très heureuse d'être ici à cette conférence, je disais que c'est l'un des meilleurs accueils que j'ai reçus récemment. Donc merci à la Tunisie, merci parce que vous recevez le reste de l'Afrique et ce fut un très bel accueil en tout cas pour moi hier. Et je vais donc vous demander, Monsieur Tebib, j'espère que je prononce bien, Monsieur le Directeur Général. Nous avons parlé de la Tunisie qui se positionne comme une passerelle entre l'Afrique et l'Europe. Mais est-ce que les investisseurs africains et les entreprises du continent perçoivent la Tunisie comme un partenaire africain à part entière ou est-ce qu'il reste à convaincre? On a touché légèrement la question de confiance. Bon, peut-être vous passez la parole pour toucher ce point. Merci pour cette question. Et je suis content que vous étiez très bien accueillis. Vraiment, tous nos amis africains sont le bienvenu en Tunisie, certainement.
Et la Tunisie est une terre d'accueil pour toutes les nationalités. Tous nos amis sont le bienvenus pour venir, pour s'installer, pour faire les affaires, pour étudier. Certainement, nos amis africains sont le bienvenu en Tunisie. Je fais un retour par rapport à ce que vous dites sur l'état des lieux, sur le commerce intra-africain et l'état inquiétant de la situation. Vous dites que un peu moins de 4% de commerce se fait à l'intérieur de l'Afrique entre les Africains. Malheureusement, la situation en matière d'investissement, elle est encore pire. Parce que ce n'est pas une exception en Tunisie, c'est pratiquement le continent le moins intégré. On l'a vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez dans le panel de tout à l'heure. Malheureusement, l'intégration inter-Afrique est très en deçà des attentes, en tout cas des Africains. Et je pense qu'on doit vraiment tirer les leçons parce qu'on a mis beaucoup de temps. Le traité de Comesa, ça fait plus de pratiquement de 30 ans qu'on l'a initié, l'accord de Zlekaf. En tout cas, il y a pas mal de volontés claires, mais malheureusement, les résultats ne suivent pas. Et je pense, côté investissement, en tout cas, vous savez que le commerce, peut-être c'est dans les médias, le commerce, c'est le traitement, c'est les affaires, c'est pas dans la continuité, alors que l'investissement, si on parle d'investissement, c'est au moins dans le moyen terme, c'est dans le long terme, et si on investit dans un pays ou l'autre, c'est qu'on a confiance dans tel pays et qu'on a envie de s'y implanter, de rester pour longtemps. Et donc l'investissement, c'est une gage de plus pour un investissement, pour des relations pérennes, pour des relations commerciales dans le futur encore plus solides. Et donc, notre vision des choses, notre vision, comment développer l'intégration en Afrique, ça ne peut passer, à mon avis, à notre avis, que par le développement des investissements entre les pays africains. Et je disais tout à l'heure que si le commerce, on a 4%, malheureusement, en tout cas pour la Tunisie, les investissements qui proviennent des pays africains, des autres pays, ne dépassent même pas les 2%. Donc on a pratiquement les 80% qui viennent donc, de l'Union européenne. Nous avons le reste, c'est à peu près donc, les autres pays, États-Unis, Japon, Corée, ainsi de suite. Pour l'Afrique, bon, à part le cas particulier de nos voisins libyens, malheureusement, le reste des Africains n'investissent pas beaucoup. Et je pense que les agences de promotion, et c'est notre manière de responsabilité, il y a pas mal donc, de collègues, de directeurs, d'agences similaires dans les pays africains. Je pense qu'on a toute la législation pour faciliter ces investissements, ces mouvements d'investissement. Je pense que c'est dans notre devoir de se positionner et de faciliter davantage ces opérations d'investissement, quitte à ce qu'on doit faire une discrimination positive pour avoir plus d'intérêt pour nos amis africains. Moi, je l'ai dit, tout le monde est le bienvenu pour investir, ça c'est sûr, on ne fait pas de discrimination, mais vous savez, les investisseurs européens, s'ils investissent en Afrique, en Tunisie, en Guinée, en Rwanda, généralement, ils peuvent s'en passer à la limite des services des agences de promotion de l'investissement parce que généralement, ils ont les capacités financières, ils ont les capacités techniques, ils peuvent, au-delà de ce que peut l'agence présenter comme accompagnement, ils peuvent passer outre. Alors que nos amis africains, si à la moindre difficulté qu'ils vont rencontrer lors de leur implantation, malheureusement, le risque de stopper ou de bloquer leur investissement, il est élevé. Et donc, je pense que nous sommes tenus, en tant qu'agence de promotion de l'investissement, de faire attention, une attention particulière. Lorsqu'il y a un Africain qui veut s'implanter en Tunisie, on doit doubler l'effort
tout le monde, comme je l'ai dit, il est bien le bienvenu, mais je pense qu'il faut aussi considérer ces cas qui sont un peu fragiles pour les développer davantage. Et ce n'est qu'à travers un investissement périn entre les pays africains qu'on peut développer une réelle intégration. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Merci pour cette intervention, en effet, qui s'applaudit. Je vous remercie. Ma prochaine question va se tourner, c'est l'Afrique qui est représentée sur mon panel, donc je vais me tourner vers Monsieur Guessoum de l'Algérie. Et Monsieur Guessoum, vous défendez la souveraineté numérique comme un pilier stratégique. Personnellement, je suis d'avis avec vous. Est-ce que le numérique, donc on parle ici de paiement logistique, plateforme, est-ce que cette souveraineté numérique peut réellement accélérer les échanges entre les pays africains? Ma question c'est, est-ce que le numérique peut réellement accélérer les échanges entre pays africains ou est-ce qu'on parle encore de promesses? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Avant de répondre à votre question, j'aimerais vous poser 2 questions très rapides. Est-ce que je suis obligée d'y répondre? Oui. Alors, parmi les 5 pays africains que vous avez visités dernièrement, avez-vous visité l'Algérie? Non, pas encore. D'accord, alors je vais quitter le panel. C'est pour ça que je n'étais pas sûre qu'il fallait que j'y réponde. Deuxième question que je vais poser à l'audience, ou à vous, tiens. Est-ce que je dois demander aux hommes d'applaudir les hommes qui sont présents ici, comme vous l'avez fait pour les femmes? Applaudissez pour les hommes qui sont présents. Merci beaucoup, Monsieur Guessoum. Voilà, maintenant je vais pouvoir répondre à votre question tranquillement. Alors, regardez, tout d'abord, j'aimerais faire un petit retour sur l'intégration africaine, l'intégration économique. Revenons un peu en arrière, vers les années 1980, où l'acte de l'Union européenne avait été signé. Je crois que c'était en 1986. Avant cela, il y avait ce qu'on appelait le libre-échange européen, donc l'échange de marchandises uniquement. Puis, il y a eu l'acte de naissance de l'Union européenne. En 1993, l'Union européenne a été lancée officiellement. Et là, il y a eu disparition totale des barrières douanières, mais aussi des barrières physiques. Donc, il y a eu la naissance économique totale, avec chaîne de valeur intégrée, mais aussi naissance politique de l'Union européenne. Aujourd'hui, les échanges intra-européens s'élèvent, tenez-vous bien, à 4 200 milliards d'euros. Donc nos 200 milliards d'euros d'échanges intra-africains font vraiment pâle figure par rapport aux échanges européens. Alors, il y a bien évidemment un historique européen, il y a bien évidemment une Europe qui a commencé à échanger des décennies avant l'Afrique, mais il est clair qu'aujourd'hui, l'Afrique reste très en retard. Il est à noter que l'Union européenne compte environ 450 millions d'habitants, alors que l'Afrique en compte 1,2 milliard. Pour revenir à la ZLECAf que son Excellence a mentionnée, je crois que 54 pays ont signé l'acte de la ZLECAf et 49 pays ont ratifié l'accord. Cela signifie que juridiquement, 49 pays sont supposés aujourd'hui utiliser la ZLECAf. Mais nous continuons à percevoir les échanges africains comme étant des échanges de marchandises, ce qui est, à mon avis, complètement erroné et va complètement à l'encontre de l'esprit de la ZLECAf qui est arrivé pour intégrer les chaînes de valeur africaines. Alors, prenons un exemple simple. L'Afrique déjà est connue pour exporter sa matière première brute. La ZLECAf est venue dire, arrêtons d'exporter la matière première brute de l'Afrique, faisons une intégration africaine régionale ou totale, donc une matière première africaine, transformons-la en Afrique, puis réexportons le produit fini vers l'Afrique ou vers le reste du monde, avec ce qu'on appellerait un Made in Africa. C'est en cours, mais la vitesse de cette transformation reste encore très lente. Et je pense que
L'une des erreurs que nous faisons, c'est de parler de corridors logistiques au lieu de parler de corridors d'investissement. Parce qu'un corridor logistique, c'est quoi? C'est les chaînes logistiques, c'est le transport, c'est les ports, c'est les routes. Par contre, un corridor d'investissement, c'est beaucoup plus que ça, parce que ça va des bassins de matières premières, ça va aux ports, routes, logistiques, etc. Ça va au point de financement, ça va au capital humain, ça va au marché de consommation. Et tout cela constitue les corridors que j'appelle les corridors totaux. Ça veut dire un corridor total qui va favoriser l'intégration africaine. Et peut-être que dans la conception de l'intégration africaine, nous continuons à parler uniquement de logistique et nous ne parlons pas suffisamment des autres éléments. Savez-vous qu'en Europe, il y a des centaines de banques qui financent l'intra-européen? Combien y en a-t-il en Afrique? Je connais peut-être l'Exim Bank, la BAD. Vous en connaissez d'autres? Commençons peut-être par développer cet aspect. Il y a une route transsaharienne qui est mise en place, qui doit partir, enfin qui a déjà démarré d'Alger vers le Nigeria, en passant par le Niger, avec des bifurcations du Niger vers le Tchad, mais aussi des branches de Adrar vers le Mali. C'est une route transsaharienne. Il y a une autoroute est-ouest algérienne qui fait 1200 km, qui va de la frontière ouest vers la frontière est tunisienne. Et il y a une autoroute tunisienne qui est en train de finaliser la construction en allant vers la Libye. Ceci est une partie de l'intégration logistique africaine. Donc nous devons avoir des routes, nous devons avoir des trains, puisqu'il y a aussi un train transsaharien qui est en cours de construction à partir d'Alger. Nous devons avoir des ports de connexion. À ce niveau-là, nous restons encore très faibles par rapport au reste du monde. Et j'en viens donc à votre question. Est-ce que le digital peut apporter des solutions? Le digital, en tant qu'outil technologique, peut aider. Le digital, en tant que processus total, est peut-être une partie de la solution. Parce que nous avons besoin d'intégrer ce que j'appellerais la logistique multimodale. Donc, lorsqu'un conteneur arrive dans un port, il doit être automatiquement et systématiquement emmené vers ce qu'on appelle un entrepôt sous douane, ou bien emmené vers une route de train, ou bien une route routière, par transport routier. Ça, c'est l'intégration multimodale. Mais pour avoir cette intégration multimodale, il faudrait que les ports soient connectés aux douanes, il faudrait que les douanes soient connectées aux trains, il faudrait qu'il y ait cette interconnexion totale. Il faudrait aussi qu'il y ait des plateformes de produits africains qui puissent être visibles par les Africains eux-mêmes. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des Européens. Attention, s'il y a des Européens dans la salle, je n'ai rien contre les Européens. Hein. Vous allez commencer à dire, il est en train de... Non, pas du tout. Mais par contre, ce que je ne conçois pas, c'est qu'il y ait des plateformes européennes qui vendent des produits africains aux Africains. Est-ce que vous trouvez ça logique? Moi, je ne trouve pas ça logique. Et donc, il y a un travail digital pour une souveraineté numérique. Autre exemple qui fait peur et qui fait mal aussi, c'est que la data africaine, elle se trouve où? La data africaine se trouve chez Amazon, chez Microsoft, chez Google, chez les entreprises américaines, chez les entreprises européennes, mais elle ne se trouve sûrement pas en Afrique. En Algérie, nous avons installé des méga data centers qui captent aujourd'hui la data algérienne. Il est interdit, et ça entre dans le domaine de la souveraineté, il est interdit à une entreprise algérienne aujourd'hui d'héberger sa data hors d'Algérie. La souveraineté commence par là. Donc là aussi, il y a un problème de souveraineté et il y a un problème d'intégration africaine. Pourquoi ne pas héberger la data africaine en Afrique? Pourquoi ne pas héberger la data du Rwanda en Algérie ou au Mali ou n'importe où ailleurs en Afrique?
que nous puissions avoir nos propres infrastructures. Nous parlons aujourd'hui énormément d'intelligence artificielle. Y a-t-il des fermes de GPU en Afrique? Nous avons besoin de fermes de GPU pour faire de l'intelligence artificielle. Eh bien, nous sommes en train d'utiliser les fermes de GPU étrangères. Là aussi, il y a un travail à faire. Et là aussi, il faut qu'il y ait des banques qui puissent financer ce type d'investissement. Je dis ça, je dis rien. Vous dites ça, vous ne dites rien, mais vous lui passez la parole, donc je vous remercie. J'ai pas encore Parce que fini. vous n'avez pas fini, mais tellement de points, je n'aurai plus de questions à vous poser. D'accord, ok, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment moi qui vous remercie pour ce développement du contexte et ces différentes pistes de solutions. Vous avez touché en effet à ma question, le numérique comme étant un des outils, une des solutions, enfin oui, un des outils, pardon. Donc je vous remercie beaucoup pour votre intervention et je reviendrai certainement vers vous. Je vais me tourner vers Monsieur Benafia, à qui vous avez passé la parole. Merci. Merci. On sait qu'Afreximbank finance des projets structurants à partir de 30 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Mais la réalité africaine, c'est surtout les PME. Et comment réduire ce fossé entre les grands financements institutionnels et les besoins réels des entreprises sur le terrain? Monsieur Benafia. Merci beaucoup. En fait, je vais commencer par répondre sur quelques questions et puis donner des solutions, en fait. Il faut peut-être être un peu optimiste dans le continent pour avoir des solutions sur quelques problèmes que vous avez mentionnés sur le côté intra-Africa trade, le commerce interafricain, les blocages et les solutions. En fait, j'ai commencé à Afreximbank depuis 4 ans et j'ai trouvé beaucoup de solutions qui ont été déjà étudiées dans la banque pour essayer de débloquer la situation du commerce interafricain. Et vous avez mentionné, Madame l'ambassadrice a mentionné la volonté politique, on a mentionné le digital et tout. Peut-être je vais commencer par la volonté politique qui est déjà là, je crois, par la signature de beaucoup de protocoles. Et d'ailleurs, un des exemples, c'est la ZLECAf. Donc, comment concrétiser ces signatures-là? C'est par ces projets d'infrastructures qui ont été mentionnés par mon collègue, logistique, infrastructure. Et d'ailleurs, c'est parmi les mandats de la banque, depuis la création en 1993, la banque a été créée pour financer seulement le commerce. Après un certain moment, on s'est trouvé qu'on est obligé de financer des projets d'infrastructures, de logistique, d'aéroports, de ports eaux profondes et de zones franches pour avoir un commerce interafricain, et on revient au point d'investissement interafricain pour avoir le commerce interafricain. Donc, qu'en premier lieu, comme j'ai dit, la volonté est là, mais par contre, il y a un autre obstacle qui est le manque d'information entre les partenaires africains. Et là, on parle de qui produit quoi, qui achète quoi et qui exporte quoi. On sait très bien que le continent exporte la matière première, oui, riche en matières premières, ressources naturelles, mais on peut très bien industrialiser ça, comme on vient de le mentionner, pour exporter quelque chose de fini. D'où la pertinence des plateformes mises à disposition et de l'accès à l'information dont M. Guessoum parlait. Exactement, et c'est pour ça, d'ailleurs, l'Afreximbank a pensé au côté digital. Le continent est très large, on a 54 pays, et donc pour avoir des rassemblements comme l'IATF, qu'on le fait chaque 2 ans, ce n'est pas suffisant pour être connecté tout le temps. Donc on a créé quelque chose qui s'appelle Africa Trade Gateway, où il y a des plateformes digitales comme la Tradar Club, comme l'ATEX, la Mansa qui est une plateforme de KYC où se trouvent à peu près 260 000 compagnies africaines déjà sur place avec lesquelles vous pouvez travailler directement. Et donc un accès à ces plateformes-là donne l'accès à l'information. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le pays voisin? Un Tunisien pourrait bien avoir un accès au coton malien sans avoir accès aux traders internationaux qui achètent du Mali et après ils vendent de leur part. Donc plusieurs points que je vais mentionner, je ne vais pas tarder là-dessus et je reviens à la partie PME que vous avez mentionnée. Il y a eu un recours au secteur bancaire et la question qui s'est posée, quelle banque finance le commerce interafricain ou bien l'investissement africain? Oui, c'est très peu, mais
l'existence des banques africaines, des banques telles que par exemple le modèle de quelques pays qui ont essayé d'implanter des banques dans le secteur. Il y a des banques qui sont dans 18 pays africains qui essayent de faire un lien entre les continents. Ce n'est pas suffisant pour avoir cette intégration africaine, surtout si on parle seulement de région. Si on commence par intégration régionale, par exemple le Nord-Afrique, il fait des échanges nord-africains pour faire un modèle comme la région ouest-africaine, qui est la plus d'ailleurs intégrée dans le continent. Et donc le secteur bancaire a un rôle à jouer dans ce sens pour connecter les pays, les partenaires africains et faire des échanges. En dernier lieu, je vais mentionner le système de paiement africain qu'on a installé depuis 3 ans. l'Afrixie-Bank a eu le système de PAPS qui se base sur la monnaie locale. Et ça, c'est très important parce que nous avons déjà essayé ce modèle de système de paiement basé sur la monnaie locale de chaque pays dans la région ouest africaine, surtout entre Nigeria, Ghana, Libéria et tout. Voilà. Voilà, c'est bon. Merci. Et donc, on a à peu près 18 banques centrales maintenant déjà dans le système. On a besoin d'adhésion de quelques banques commerciales de chaque pays pour avoir des transactions sur le système. Maintenant, on voit entre le Nigeria et le Ghana, on peut acheter du Ghana avec une application téléphone sur du système PAPS. Donc, un Nigérien achète du Ghana avec la monnaie locale nigérienne et vice-versa. On veut élargir ce système-là sur tout le continent. Maintenant, on a les banques centrales du Nord-Afrique qui sont tous des membres du PAPS, mais malheureusement, on est en train toujours d'encourager les banques de la place pour être dans le système et avoir des essais de transactions sur la monnaie locale. Et ça va diminuer la dépendance à la monnaie, à la devise, dollar ou bien euro ou autre, pour du commerce interafricain. Donc, tous ces modèles-là qui ont été mis sur place dans la banque cherchent toujours à avoir une intégration régionale et africaine générale. Je reviens à la question des PME. Nous avons toute une équipe pour les PME, parce qu'on sait très très bien que le continent l'économie africaine se base essentiellement sur des PME. Et donc c'est essentiel de voir comment soutenir les PME avec des lignes de crédit ou bien directes ou bien à travers les banques locales africaines. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire d'ici fin du mois, bien le mois prochain, de signer des lignes de financement avec quelques banques tunisiennes et autres pour donner accès à quelques PME d'investir dans d'autres pays africains ou bien d'exporter ou importer avec les autres pays africains. Des lignes qui sont importantes, on parle de 50 millions de dollars et plus, pour donner l'accès aux PME à travers ces banques-là. Par contre, on a aussi des lignes directes avec des PME, surtout quand il s'agit d'investissements, projets, ou bien commerce interafricain aussi, parce qu'on sait très très bien que parfois on trouve que 50 à 60% de l'économie d'un pays africain se base sur ces pays-là. Donc on n'est pas seulement avec les souverains ou bien avec les banques, on est avec les corporates, mais aussi avec les PME qui sont très importantes dans l'économie africaine. Donc on ne prend pas les petits tickets en général parce qu'on veut toujours donner le rôle aux banques locales de faire avec les PME, bien sûr, sur place. On n'est pas là pour concurrencer les banques africaines locales, on est là pour compléter ce que les banques locales font sur place. Et donc, on est dans le cadre de cofinancement ou bien des lignes à des banques pour être offertes à des PME ou bien, quelquefois, comme j'ai dit, des lignes directes pour les PME, financement. En plus du financement, la banque a un rôle de connectivité, d'accompagnement, avoir des sociétés qui sont stratégiques dans quelques régions, telles que l'Afrique du Nord, qui sont très actives et qui pourront avoir des projets dans d'autres pays africains. Et on est là pour ouvrir les portes
utiliser notre levier de multilatéral pour avoir l'accès au gouvernement, pour faire des garanties, des financements, de l'accompagnement et ne pas être dépendant de la technologie ou bien de l'expertise extra-africaine. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vous remercie. Merci pour vos applaudissements également. Monsieur Eweme, j'espère l'avoir bien prononcé. Je viens me tourner maintenant vers le Cameroun. Vous êtes sur le terrain, je le disais lors de votre présentation, depuis plus de 18 ans avec les PME et les startups africaines. Et ma question est plutôt axée sur la connaissance des PME en ce qui concerne la ZLECAf. Est-ce qu'ils connaissent vraiment les opportunités offertes par la ZLECAf et concrètement, qu'est-ce qui leur manque le plus aujourd'hui pour en profiter? Thank you so much. I'll go in English. Did you understand the question in French? Yeah, sure. Okay, wonderful. Good evening, everyone, and I'm glad to be here this evening. Glad to be in Tunisia once more. Thanks so much for the question. I've been working for almost 2 decades now with startups and SMEs across the continent, and I can say I am an advocate for startups across the continent. Coming quickly to your question, startups in Nigeria, in Kenya, in Tanzania, in Rwanda, in Congo, they have similar challenges. And diving it into the African Continental Free Trade area, I think it's a big challenge because if not 90% of these startups and emerging SMEs, they are still in the informal sector. So they are not the right target for ZLECAf. That is why up to now, the African Continental Free Trade area, they see have a very big challenge in the implementation. Because who are going to implement the AFCFTA? The private sector. But unfortunately, close to 90% of the private sector, they're in the informal sector. Someone mentioned about the Made in Africa. We have a lot of startups, a lot of SMEs doing transformation, agribusiness transformation, transforming our local product. But most of them are doing it traditionally. It's a big problem. How do you want them to scale? How do you want them to do business? How do you want them to trade across countries when they cannot satisfy first their own local communities or their own local clients? So it's a very big problem. So I think coming straight to what we need is investment. The gentleman from Afreximbank talked about investment opportunities for SMEs. Unfortunately, we don't have investment banks in Africa. How many do we have? We have commercial banks in Africa. If they want to give a young person or a young woman a loan, they need a guarantee. That is not possible because they are there to make money. They are there for business. So we need to change the narrative. We need to design innovative financing that could be adapted to SMEs across the continent. But unfortunately, most of the countries, they still don't have regulations when it comes to innovative financing. For example, I give you a simple example. Someone that runs a business in Cameroon cannot successfully raise money via the internet from abroad because the policies are not there. So these are the challenges that we need to fix. But unfortunately, the government, the policy actors, the stakeholders, they know all these challenges. What are they doing? We keep on talking every day. We keep on making noise, saying the same thing every day, but we cannot fix it. So I think the SMEs, they have a very big challenge, and the policies that is there, they are not doing anything to solve the problem. So while you have the microphone, maybe I will ask you, what do you think, can you maybe suggest a solution? Monsieur Emwe parle beaucoup du fait que nos entreprises, les PME, sont dans le secteur informel. Donc, comment est-ce qu'ils auront accès à ces pistes de financement qui sont disponibles? Et ma question pour lui, c'est peut-être proposer des solutions. D'accord. La première solution que je vais proposer, c'est les PME, ils ont besoin de la formation. Parce que vous savez, quand un jeune a sa licence,
après avoir cherché de l'emploi pendant 2, 3, 5 ans, l'option, c'est de commencer un business sans formation, sans les compétences entrepreneuriales. Donc, il faut commencer, il faut renforcer la capacité, il faut former les jeunes dans l'entrepreneuriat. Numéro 2, nous avons un problème des infrastructures au niveau de l'Afrique. Les infrastructures au niveau de l'Afrique, c'est un véritable problème, surtout les infrastructures digitales. Ça pose vraiment un problème. Il y a les pays sur 10, je pense qu'il y a au moins 8 pays qui ont ce problème. Et troisième chose, ce sont les financements, comme je disais tantôt. Les financements pour les PME, c'est vraiment un véritable challenge parce qu'ils n'ont pas de garantie pour prendre les crédits dans les banques. Donc, il faut vraiment changer ce mécanisme pour faciliter les crédits et surtout mettre sur pied les fonds de garantie ou bien les revolving funds pour accompagner les PME en Afrique. Merci beaucoup pour ces propositions et ces pistes de solutions. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vais maintenant me tourner vers M. Kazadi de la RDC. Vous êtes convaincu, vous êtes un convaincu que la coopération sud-sud est la clé du développement africain, M. Kazadi. Mais concrètement, comment est-ce que deux pays africains peuvent-ils travailler ensemble sans passer par des intermédiaires européens ou asiatiques? Et je dirais, comme l'a dit tout à l'heure celui qui m'a précédé, je n'ai rien contre l'Europe et encore moins contre l'Asie, mais comment faire sans passer par des intermédiaires? Et est-ce déjà une réalité ou plutôt un idéal selon vous? Merci beaucoup Madame Sako pour la parole. Je m'en vais à saluer et remercier tous les panélistes avec qui je partage le podium cet après-midi. C'est une très belle question, mais je vais essayer d'être le plus court possible parce qu'il y a tellement de matière à discuter sur cette question-là. Aujourd'hui, dans plusieurs pays africains, en tout cas surtout dans 2 pays africains que j'ai pu visiter, vous trouvez qu'il y a de transport des survies. Et les corridors, c'est qu'il essaye d'amener, il essaye d'amener ces pays africains qui ont des systèmes de transport des survies vers une logistique de précision. Ça veut simplement dire que j'y étais par exemple dans mon parcours professionnel consultant dans une société minière au Katanga. Et vous avez des sociétés minières, de grandes sociétés, de grands groupes, et qui acheminaient le matière première, par exemple, au niveau des FOB Tanzanie ou FOB d'Urbain. Le minimum des délais que ça prend sur cette route des survies, c'est entre 30 et 45 jours. Donc vous vous imaginez pour un grand opérateur, une société qui doit faire acheminer ces minéraux, même pas à la destination finale, mais juste pour les amener du Grand Katanga jusqu'au niveau des FOB Tanzanie, il doit passer 30 à 45 jours. Et ce que les corridors, par exemple les corridors des Lobito vient amener, c'est qu'il y a une réduction en termes de délais. Au lieu que le produit soit acheminé entre 30 à 45 jours, avec les corridors des Lobito, selon des études qui ont été terminées et qui ont poussé, on est autour de 8 à 10 jours. Donc ça veut simplement dire que pour les sociétés minières, c'est plus de rentabilité, c'est moins de délais et ça permet de donner une prévisibilité pour pouvoir planifier le prochain cheminement de minerais. Et deuxième chose, c'est l'accès aux nouveaux marchés. Par exemple, j'ai fait en début de cette année au moins 2 navettes sur le Congo-Brazza. Et les Congo-Brazza et les Congo, c'est parmi les 2 capitales le plus court. Et j'en ai mis 15 minutes pour pouvoir traverser le fleuve Congo. Maintenant, imaginez, à partir de l'Algérie, vous avez un corridor qui quitte l'Algérie jusqu'à l'Afrique du Sud. Mais ce corridor est ralenti par le pont-rail, dont le bas est en train de pousser, pour pouvoir, en réalité, développer toute cette zone de l'Afrique centrale et de la CEC, parce que si, par exemple, par bateau, je fais 15 minutes, donc par train, je pourrais faire beaucoup moins. Et les sociétés privées que nous sommes pour gagner plus d'argent, plus de rentabilité et permettre à ce que nous puissions avoir la prévisibilité sur le prochain marché ou acheminement. Troisième chose, c'est que le potentiel est là. Mais les corridors, c'est comme une colonne vertébrale.
Pour que le PME, par exemple, puisse profiter de ces corridors, il faut, en plus de ces corridors principaux, qui est l'Obito, par exemple, pour la RDC, et le pont-rail pour la RDC, parce que pour moi, ce sont les deux grands corridors qui vont pouvoir amener la RDC vers l'extérieur, au-delà des corridors intérieurs. Vous allez trouver que le PME, ces grands corridors vont pouvoir tirer profit ou faciliter de grands groupes ou de grandes sociétés. Et pour les petites et moyennes entreprises, il faut que le pays africain puisse développer des routes secondaires qui vont en réalité permettre à ce que quand il y a de produits qui passent et que le petite et moyenne entreprise puisse pouvoir les acheminer à l'intérieur et aider chaque pays pour pouvoir émerger et développer. Vous avez par exemple pour le cas de l'Obito, vous aviez pour la première fois un de grands projets et qui relie plusieurs partenaires. Vous avez le Portugais, vous avez le Belge, les Européens, vous avez les Suisses. Et nous, ce qu'on est en train de limiter, le plaidoyer qu'on est en train de faire auprès de toutes les autorités, c'est d'essayer de pousser pour que la maintenance de ces corridors soit gérée par des entreprises locales, parce que ça permettrait de créer l'activité et de la rentabilité. Parce que si ces corridors sont développés et qu'au long de ces corridors, il n'y a pas des zones spéciales, il n'y a pas de petites moyennes entreprises qui pouvoir tourner l'économie, ces corridors ne serviront pas à grand-chose pour le développement de l'Afrique. Voilà ce que je peux dire pour l'instant et je pourrais ajouter avec des questions si vous en avez. Merci beaucoup, Monsieur Kazadi. Mais pendant que vous avez le micro, j'aimerais quand même que vous puissiez rebondir sur la question des corridors, parce qu'on en parle beaucoup. On parle beaucoup de corridors de l'Obito, celui également, pardon, le pont-rail également entre la RDC et la Zambie, si je ne me trompe pas. Et les Congo-Brazza. Et le Congo-Brazzaville, d'accord, merci. Et est-ce que ces corridors, on sent, est-ce que l'on voit, on peut palper déjà les changements pour les entrepreneurs congolais? Ou est-ce que c'est trop tôt pour l'instant? Je dirais plutôt pour de grandes sociétés minières, par exemple dans les Katanga, parce que c'est la zone que je connais beaucoup de plus, vous aviez de grandes sociétés qui profitent déjà d'une partie des corridors. Parce que si vous voyez, la partie de l'Angola a été déjà financée, les travaux sont en cours, je crois que ça pourra en prendre fin cette année, mais vous avez une grande partie de la RDC qui est entrée, dont les études ont été finalisées et financées par les Américains et les Européens, et vous avez une étude de faisabilité pour pouvoir ramener vers la Tanzanie, en fait de faciliter, parce que comme vous pouvez bien le voir dans la carte de l'Afrique, la RDC c'est l'un de ces pays qui peut relier l'océan Atlantique à l'océan Indien. Maintenant, dans ces grands corridors, vous avez de grandes sociétés minières qui vont pouvoir profiter et qui profitent déjà en partie. Mais le petit et moyenne entreprise, ils ne profitent pas encore parce qu'il n'y a pas ces réseaux secondaires qui sont développés à la même dimension ou à la même réalité que ces grands corridors. Si vous voyez les grands investissements qui sont en train d'être faits et qui sont en train d'être mobilisés, c'est pour développer les grands corridors pendant que le petit route secondaire qui vont permettre aux petites et moyennes entreprises ne sont pas autant développées que le corridor. Donc, les grandes entreprises en profitent, mais les petites, il faut encore attendre un peu. Il faut attendre encore un peu. Merci pour votre intervention, Monsieur Kazadi. Je vais passer la parole à son Excellence, Madame l'ambassadeur. Merci bien. Madame l'ambassadeur, on pense souvent que le commerce intra-africain, c'est une affaire d'entrepreneurs et d'investisseurs. Mais selon vous, quel est le rôle concret de la diplomatie pour ouvrir, ou je dirais peut-être débloquer, parce que la voie est ouverte avec ces différentes signatures d'accords dont vous avez déjà fait mention, donc débloquer ces corridors commerciaux entre pays? Merci beaucoup, Madame la modératrice. Vous avez parfaitement raison, ce n'est pas seulement une affaire des hommes d'affaires, des investisseurs. Les gouvernements, ils ont un très grand rôle à jouer. Ils ont un très grand rôle à jouer dans la mesure où, quand nous parlons d'investissement, quand nous parlons de développement de ces grands projets d'envergure, que ce soit en termes d'infrastructures, on n'a pas beaucoup parlé de la question de l'énergie, parce qu'on ne peut pas industrialiser si on n'a pas l'énergie.
les gouvernements, ils ont un grand rôle à jouer, premièrement, dans la mesure où tout doit se faire dans la perspective d'une vision nationale. Pour pouvoir répondre à tous ces défis dont nous avons entendu parler sur ce panel, que ce soit les défis liés aux infrastructures, à l'accès aux finances, à la jeunesse, aux PME, il faut bien une vision très claire de nos gouvernements pour savoir quels sont nos objectifs. Et c'est en effet à partir de ces visions qu'au niveau continental, on en arrive à avoir des plans continentaux et pour lesquels aujourd'hui nous peinons à avoir les résultats parce que, comme je le disais tout à l'heure, les instruments existent, la volonté politique, peut-être qu'elle existe, peut-être pas au niveau où on veut la voir, mais ce qui est évident, c'est l'urgence de l'action. Aujourd'hui, c'est clair qu'il y a cette urgence de l'action et c'est là où je pense qu'à un certain moment, nous sommes obligés de nous regarder dans le miroir et d'accepter ce que nous voyons. Et quand nous voyons dans ce miroir aujourd'hui, nous voyons que ce n'est pas l'image que nous voulons pour notre continent parce qu'il y a tellement de potentialités mais qui ne sont pas encore exploitées. Et donc pour revenir justement à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux grands investissements et le rôle des gouvernements, si je pars déjà de l'exemple du Rwanda. Le Rwanda, un pays enclavé, que nous avons décidé d'en faire un pays connecté parce que nous n'avons pas, pour nous l'intégration régionale, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Quand nous parlons importation, quand nous parlons importation, exportation, nous n'avons pas de port. Nous dépendons soit du port de Mombasa, soit du port de Dar es Salaam. Et donc, comme mon collègue tout à l'heure le disait, comment est-ce que nous pouvons avancer et sortir des corridors de logistique à des corridors d'investissement. Et c'est aujourd'hui ce qui se passe dans notre zone, en tout cas dans la région de l'Afrique de l'Est. Comme je le disais, les pays comme le Rwanda, comme l'Ouganda, qui n'ont pas de port, aujourd'hui, nous essayons d'emmener ensemble les ressources pour pouvoir justement investir tout le long de ce corridor afin que justement les pays enclavés qui sont dans la région puissent bénéficier des infrastructures qui existent déjà dans d'autres pays de la même région. Donc c'est très important de comprendre que les gouvernements ont un rôle très, très important à jouer. Là, je donne encore un autre exemple. Dernièrement, vous avez vu le Be Ready Report de la Banque mondiale qui effectivement regardait en termes de l'environnement des affaires dans nos pays. Là, encore une fois, on peut voir qu'il y a beaucoup de travail à faire dans nos pays respectifs. Et encore une fois, ça commence toujours par la volonté politique. Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on met en place des cadres réglementaires qui sont applicables, qui ne sont pas seulement beaux à lire, qui contiennent des textes qui sont beaux à lire, mais qui, à la fin, ne permettent pas à cet investisseur qui vient nous aider, par exemple, dans ces projets d'infrastructure et qui se rendent compte que, finalement, ce n'est pas possible. Comment est-ce que nous pouvons profiter de cette révolution numérique pour justement rattraper tout le retard que nous avons déjà sur le continent. Là, le collègue parlait du délai, par exemple, en termes de transport des conteneurs d'un point à un autre. Mais cela s'applique aussi, par exemple, quand un investisseur vient dans notre pays, qu'il veut enregistrer son business et que ça va lui prendre des semaines et des semaines juste pour pouvoir s'établir parce qu'il y a beaucoup de règles et parfois des règles qui ne sont pas possibles à respecter. Et c'est là où la digitalisation, à mon avis, encore une fois, va jouer un rôle très, très important. L'exemple du Rwanda aujourd'hui, c'est que nous avons essayé justement de réduire ce temps pour pouvoir enregistrer son business. Aujourd'hui, on le fait en ligne et en un délai de 6 heures,
on est capable d'enregistrer son business au Rwanda. Donc c'est de cette manière, je pense que nous devons révolutionner notre façon de faire les affaires et d'arrêter de faire business as usual. Très bien. Pendant que vous avez le micro, Son Excellence, j'aimerais vous poser une dernière question. Si vous deviez citer une seule priorité ou une seule action concrète que les États, les investisseurs ou les entrepreneurs africains devraient enclencher dès demain pour accélérer justement ce commerce intra-africain dont on parle, ce serait laquelle ? Je pense que nous sommes dans une situation où il y a beaucoup de priorités. C'est très difficile de cibler une seule, mais à mon avis, je pense que les infrastructures et l'énergie, c'est très très important de s'y mettre et rapidement. Absolument. C'est vrai qu'il y en a plusieurs. Merci pour cette contribution qui est infrastructure et énergie. Si vous deviez mettre une seule ou dans votre cas deux priorités. Merci beaucoup, Son Excellence. Je vais maintenant repasser la parole à Monsieur Guessoum, s'il vous plaît, qui nous a parlé tout à l'heure de ce concept. Je ne sais pas si c'est un concept maintenant de corridor d'investissement et pas seulement parler de corridor logistique. Ça a beaucoup attiré, en tout cas moi, mon attention. J'aimerais que vous puissiez peut-être nous en parler un petit peu plus. Et je vous poserai la même question que je viens de poser à Son Excellence, Madame l'ambassadeur. Si une seule priorité ou action que les États, les investisseurs, les entrepreneurs sur lesquels nous devions nous focaliser, elle a parlé d'infrastructure et d'énergie. Quelles seraient ces priorités pour vous ? Je pense d'abord que je vais breveter ce concept. Vous allez breveter le concept. C'est pas une mauvaise idée. On peut parler business après. D'accord. On peut parler business après. Très bien. Alors pour revenir déjà à votre première question, je vais me permettre de citer l'exemple de l'Algérie pour parler justement de corridors d'investissement. Aujourd'hui, alors j'ai mentionné tout à l'heure les routes transsahariennes qui sont mises en place en Algérie. J'ai parlé aussi du train transsaharien et cela fait partie du corridor logistique et non pas ce que j'appelle le corridor d'investissement. Cela est nécessaire, à mon avis, pour une Afrique intégrée, mais pas suffisant. Alors, ce que l'Algérie fait aussi, c'est par exemple l'implémentation de banques algériennes au niveau de certaines capitales africaines. Aujourd'hui, nous avons une banque algérienne qui est installée à Nouakchott, nous avons une banque algérienne qui est installée à Dakar, une banque algérienne qui est installée à Abidjan, et ça continue. Donc cela va faciliter un peu les échanges avec certains pays africains. Il y a aussi tout l'aspect transport aérien. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont mis beaucoup de temps pour arriver de leur pays vers Tunis. Pourquoi ? Parce que les échanges aériens intra-africains ne sont pas développés. L'Algérie a travaillé dans ce sens. Aujourd'hui, nous avons une ligne directe vers Dakar, nous avons une ligne directe vers Nouakchott, nous avons une ligne directe vers Abidjan, une ligne directe aussi vers Addis Abeba, Yaoundé, et je crois que nous avons aussi une ligne directe vers N'Djamena et Abuja, il me semble. Abuja. Alors malheureusement, la ligne vers Bamako, Johannesburg aussi, merci. Bamako a été mise en pause il y a quelques semaines. Dommage, bon, je pense qu'elle reprendra. Et cela continue. Donc cette intégration africaine aussi passe par raccourcir les distances et raccourcir les déplacements. Et j'en arrive enfin à l'aspect digital qui est, à mon avis, critique. Et je vais vous donner quelques exemples. Nous avons aujourd'hui une dorsale fibre optique qui traverse toute l'Algérie vers le Niger pour aller ensuite vers le Tchad. Donc là aussi, l'Algérie va essayer de développer la fibre optique au Niger et au Tchad pour aller vers d'autres pays africains. Cela est très important parce que si nous voulons des échanges, nous allons avoir besoin de fibre optique pour favoriser la révolution digitale dans notre pays, mais dans certains autres pays. Alors à titre d'information, la bande passante internationale algérienne était de 1,4 terabytes par seconde en 2020. Aujourd'hui, elle est à 12,8 terabytes par seconde. Donc nous avons multiplié en 5 ans la bande passante par plus de 10 et cela continue. L'état civil algérien est entièrement digitalisé. Aujourd'hui, si vous avez besoin d'un passeport en Algérie, ça prend 48 à 72 heures. Si vous avez besoin d'un permis de conduire,
vous le recevez dans la journée. Donc il y a certaines actions qui sont très rapides, qui sont en train d'être faites, et ces actions, nous souhaiterions aussi qu'elles soient élargies à nos amis, vers nos amis africains, vers nos frères et nos partenaires africains dans toute l'Afrique, sans exception. Donc vous voyez que les corridors d'investissement, ce n'est pas seulement la route qui va mener d'une ville à une autre, mais c'est aussi beaucoup d'autres paramètres. Je ne vais pas développer le capital humain qui est incontestable en Afrique. Il y a aussi beaucoup d'autres points que je pourrais développer, que nous développerons lors de la préparation de notre brevet ensemble. Très bien. Voilà. Maintenant, je vais répondre à votre question très rapidement. Une priorité vous dites, ou une action? Son Excellence a cité l'énergie. Je ne vais pas citer l'énergie parce que l'Algérie en regorge quand même. On a beaucoup d'énergie. Alors, je ne parle pas d'énergie fossile, je parle aussi d'énergie solaire, où nous avons le premier rayonnement solaire au monde. Je parle d'énergie éolienne, où nous sommes parmi les 3 meilleurs pays au monde en termes de vitesse de vent, etc. Donc, tout cela est très important. Mais je vais citer un élément par lequel, à mon avis, nous devrions commencer. Il y a beaucoup d'échanges entre l'Algérie et la Tunisie. Et vous savez quoi? Malgré des distances très courtes, les opérations d'échange, les opérations d'export, d'import peuvent prendre quelques semaines. Donc, pourquoi? Et je serai, moi, non, c'est un mauvais exemple. Je vais le dire. J'allais dire, j'aurais été l'un des 2 présidents. Non, je ne veux pas dire ça. Je dirais que nos 2 présidents devraient dire, voilà, utilisons le PAPS. Utilisons le PAPS de l'Eximbank. Je vous fais de la pub, hein, c'est bon. Ah oui. Utilisons le PAPS. Et vous allez voir que les échanges vont être instantanés. Les paiements vont être instantanés. Et cela va rendre beaucoup plus rapide les transactions commerciales entre les 2 pays, que ce soit en import ou en export, vers l'un ou l'autre pays. Si nous réussissons dans cette expérimentation entre nos 2 pays frères qui font énormément d'échanges, nous allons pouvoir étendre ça vers les autres pays africains. C'est vrai que la Tunisie, beaucoup plus facile. Le Maroc et l'Algérie ont adhéré, si je ne me trompe pas à cela. Donc vous direz d'adhérer au PAPS, c'est cela, monsieur? Oui. En fait, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et l'Égypte, les 4 pays du Nord-Afrique seulement, la Libye pour le moment, ce n'est pas le cas, mais les 4 banques centrales ont adhéré. Alors, dans chaque pays, il y a 2 banques commerciales seulement en Tunisie qui ont adhéré, 0 banque en Algérie et 0 banque au Maroc pour le moment, et 0 banque en Égypte. Donc, ce n'est pas suffisant d'avoir la Banque centrale comme un membre dans le PAPS. Il faut avoir... en fait, on travaille avec, mais elle n'est pas membre jusqu'à maintenant au PAPS. Donc, si on aura une seule banque dans chaque pays qui est membre du PAPS, qui pourrait bien faire des transactions avec le pays voisin sur la base du PAPS, ça va être un modèle. Parce qu'en Tunisie, on a seulement 2 banques, mais on cherche d'autres banques dans les pays voisins pour faire quelques exemples de transactions basées sur le PAPS. Et c'est un exemple, entre l'Algérie et la Tunisie, on a beaucoup d'échanges commerciaux, oui. Et sur le PAPS, ça va vraiment faciliter les transactions premièrement, accélérer, oui, et ne pas dépendre de la devise pour avoir ça. Et ne pas dépendre du secteur bancaire traditionnel, ouvrir des lettres de crédit ou bien du processus bancaire qui est un peu lourd parfois. Voilà. Donc ça faciliterait justement ces transactions d'un pays à un autre. Exactement. D'accord. Ouais. Donc à noter que c'est la recommandation de M. Guessoum d'utiliser le PAPS. Il vous a fait un peu de promo. Et si vous deviez faire une seule priorité ou action afin de faciliter le commerce intra-africain. Est-ce que j'ai le droit à 3 ? Pas seulement un. Essayons, allons-y rapidement. Je vais reprendre le PAPS. Je vois quelques banques tunisiennes ici, donc je connais les gens même. Donc de les encourager à être dans le PAPS pour élargir ce modèle de paiement qui est très bien fait d'ailleurs, même techniquement et pour côté technologique, c'est vraiment bien avancé. Donc, et c'est un calcul automatique des échanges sur la base des monnaies locales avec un paiement du différentiel trimestriel en devises. Donc c'est un calcul automatique qui se fait. Par contre, je vais mentionner les deux priorités qui ont été citées par Madame l'ambassadrice, énergie, infrastructure, et surtout énergie, infrastructure interafricaine. Et je vais citer un exemple
de lignes électriques entre les pays africains. Et d'ailleurs, parmi les volets que la Banque encourage, c'est avoir des lignes de transition entre quelques pays africains. Et on a un modèle maintenant entre la Tunisie, l'Algérie et la Libye. Une ligne qui traverse l'Algérie pour passer par la Tunisie et arriver jusqu'à la Libye parce qu'il y a un excès d'électricité en Algérie, vu le coût d'énergie et vu l'infrastructure qui a été déjà faite. Donc on aimerait bien faire un échange d'électricité au lieu de faire un échange de gaz qui prend un peu de temps et parfois un peu coûteux, et arriver à la Libye qui aura besoin donc, durant quelques saisons de plus d'électricité, donc avoir un échange automatique. Et après, pourquoi pas ne pas exporter cette électricité vers l'Europe, et ça sera à travers l'Italie, bien sûr, parce qu'il y a une distance très courte entre la Tunisie et l'Italie. On est en train de faire un suivi presque, je ne vais pas dire quotidien, mais régulier avec les gouvernements concernés pour avoir un tel modèle d'infrastructure énergétique entre les pays africains. Un deuxième modèle, c'est l'énergie, comme l'exemple de Dangote qui est au Nigeria. En fait, j'ai visité, ma première visite au Cameroun et à Lagos, c'était en 2012. Et j'ai trouvé que le Nigeria exporte le pétrole brut à travers des traders, et le Cameroun achète le pétrole nigérien à travers les traders. Donc ça passe par les traders. Il n'y a pas de raffinerie qui fait ça. Et c'était pour moi une découverte et, entre parenthèses, un choc. Pourquoi deux pays voisins qui ont du pétrole africain, qui ne peuvent pas avoir une raffinerie commune ou bien une raffinerie nigérienne qui va exporter directement vers le Cameroun. Dangote, c'est un exemple de raffinerie qui a une grande capacité. Nous avons offert une facilité large, géante à Dangote parce qu'on le trouve un modèle d'échange énergétique entre plusieurs pays africains et voire même des produits transformés en Afrique. Ce n'est pas un pétrole brut qui est exporté à travers des traders, ce sont des produits. Et c'est élargi même, ce n'est pas seulement l'énergie. Maintenant, on parle de les fertilisants, qui sont des produits stratégiques. Et vu que les crises maintenant mondiales, donc on dépend des autres, et pourquoi pas ne pas avoir une autonomie africaine dans quelques secteurs stratégiques, tels que l'énergie, encore une fois, et les fertilisants et agricoles aussi. C'est vrai, merci. C'est vrai que la raffinerie de Dangote est un exemple concret de chaîne de valeur maîtrisée sur le continent. Donc merci pour cet exemple et merci d'avoir répondu à ma question. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Eweme. I know that you mentioned training. Vous avez parlé de la formation comme étant l'une des pistes de solution pour cette jeunesse, par rapport à aussi le fait de les formaliser. Et si vous aviez... if you had to focus on one priority or one action that needed to be done in order to accelerate the intercontinental trade, what would that action be? One or two? Thank you. That's a very difficult question. You know, I said earlier we have close to 90% of the private sector in the informal sector. In the informal sector, they do hand-to-mouth business. They cannot be counted as part of the African Continental Free Trade Area implementation process. So we need to create them, translate them into champions. We come to Tunisia, we say, okay, we need 10 SMEs who are into different sectors. We put money in their businesses, we transform them into champions, and then further into captains of industries. We go to Rwanda, we do the same. We go to Cameroon, we do the same. You will find that if we select, we do a model in the 10, 20 countries in the next 5, 10 years, you will see a big change in the transformation of the private sector. Number two, at our level at Accelerate Africa, we are setting up a revolving fund because this is one of the key challenges for SMEs. We want to set up a revolving fund working with equity investors, venture capitalists, and focusing more on crowdfunding and business angels to mobilize resources, and then we give to startups with innovative ventures, which we think they'll be the one to create the jobs that we need in Africa. Number three,
I said it earlier, training is the key. Out of 10 startups, out of 10 SMEs, 8 don't have a pitch deck. You cannot be an SME, you cannot be a startup, and you are looking for money, you don't have a winning pitch deck. So we need to focus on training for these young people, for these women, put them on investment readiness program so that they are ready for investment. Because most of them, they look for money, but they are not ready for investment. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. Monsieur, ma question est maintenant vers vous. Si vous deviez à votre tour citer une seule priorité, peut-être 2 ou 3 si rapidement comme vos collègues l'ont fait, que les États, les investisseurs ou les entrepreneurs africains, parce que vous connaissez les 3, vu les casquettes que vous portez, afin d'enclencher, excusez-moi, dès demain, pour accélérer ce commerce interafricain, ce serait laquelle ou lesquelles? Merci pour cette faveur. En fait, c'est un faisceau d'actions qu'on doit agir rapidement pour développer une intégration intra-Afrique. En fait, la Tunisie, elle a réussi, je pense, plutôt bien son intégration avec l'Union européenne, puisque je disais tout à l'heure, nous avons plus de 4000 entreprises étrangères en Tunisie, presque 80% d'entre elles sont venues du nord de l'Europe. Et je pense que notre challenge, c'est maintenant d'essayer de promouvoir la Tunisie auprès de nos amis africains, et je pense qu'on doit réussir ce challenge. Comment réussir ce challenge? Alors, vous m'avez demandé, en tout cas, je ne vais pas citer, on a plein d'actions, en tout cas, il y a beaucoup d'actions à faire, mais je pense que dans l'immédiat, tout d'abord, la question de la logistique. Vous avez dit tout à l'heure que pour arriver à Tunis, vous avez fait des vols et des transferts, et donc du temps. Le temps, c'est de l'argent, et en plus, c'est de l'argent parce que vous allez payer les yeux de la tête pour un billet donc se déplacer de Tunis vers Kigali ou vers Abidjan ou vers n'importe quelle capitale africaine, si ça vous coûte les yeux de la tête. Donc, investir, c'est une question de compétitivité. Et si vous allez engager dès le départ des montants très excessifs, je pense que là, il faut trouver une solution. La logistique, pour le déplacement des hommes d'affaires, donc des agents économiques, et surtout le déplacement et le transport des marchandises. Et donc là, c'est la logistique portuaire entre les ports d'Afrique, c'est la logistique terrestre. Et je pense que notre ambition pour la Tunisie également, c'est de raccorder la Tunisie avec toute l'Afrique. Et je pense que comme nos amis algériens, nous avons donc l'interconnexion avec l'Algérie, et je pense aussi que la Tunisie ambitionne d'avoir la plus grande portail commercial de toute l'Afrique. Vous savez que à travers Ras Jdir, donc le gouvernement tunisien lancera un projet pour avoir une zone logistique à Ras Jdir, et qui sera donc une portail pour la Tunisie, pour le commerce Tunisie-Libye, mais au-delà, c'est les pays d'Afrique subsaharienne, et je pense que ça sera une bonne opportunité aussi pour le raccordement de ces pays. Autre action, je pense que le déplacement et la liberté d'entreprendre, la liberté de déplacement et la suppression, soit la suppression pure et simple de visas, ou en moins exempter les hommes d'affaires, les investisseurs de ces procédures. Donc ça consomme également du temps, ça consomme aussi de l'énergie, c'est un frein à l'investissement, à la liberté, et je pense, comme nos amis de Rwanda, que je salue cette initiative, je pense que vraiment c'est le bon exemple, en tout cas le Rwanda, il est le bon exemple pour beaucoup d'actions qu'il a entrepris. Je les félicite. Je pense que également cette initiative de faciliter et simplifier le déplacement des hommes d'affaires en Afrique, je pense qu'on doit aussi la mettre comme une urgence pour plus
ou pour une meilleure intégration? Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. On a bien identifié les freins, donc il était important d'avoir des pistes de solutions selon leurs différentes casquettes. J'aimerais peut-être prendre 2 questions dans l'audience, s'il y en a, avant que nous puissions conclure notre panel. Je vois une main qui se lève, une seconde au milieu, et il ne reste que quelqu'un à droite afin de clôturer. Nous avons la gauche, le milieu et peut-être la droite? Non, donc 2 questions, c'est parfait. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un pour nous aider à passer le micro, s'il vous plaît? Ah, une 3e main. Parfait. Donc, on prendra les 3 questions, s'il vous plaît. Merci, madame. Merci. Je voudrais ajouter une chose et peut-être une question à M. Gessoum par rapport à la souveraineté numérique. Concernant l'interconnectivité, on a parlé de l'interconnectivité des infrastructures, mais je voudrais parler d'une partie de l'infrastructure par rapport à la souveraineté et les coûts aujourd'hui qui incombent par rapport au transit qu'on fait dans les réseaux de télécommunications et de l'Internet en lui-même. Donc aujourd'hui, la majorité des pays en Afrique, aujourd'hui, quand on lance un appel téléphonique, malheureusement, tous les appels internationaux passent à travers le transit européen. Je dirais plus, si ce n'est pas 100% des pays africains, aujourd'hui, quand on lance un appel d'un pays à un autre, automatiquement, on part en Europe. Pour l'Internet, la même chose. Donc, moi, je donne un petit exemple par rapport à l'Algérie et la Tunisie. Entre l'Algérie et la Tunisie, aujourd'hui, on a une petite capacité qui n'est pas suffisante. Même les appels, quand on lance un appel de l'Algérie vers la Tunisie, donc automatiquement, on passe en Europe. Donc, on est en train d'enrichir les pays européens par rapport au transit et en même temps la souveraineté des données et des appels, bien sûr. Donc, j'ai peut-être un commentaire de M. Gessoum par rapport à ça. Merci pour la question. La question est pour vous, M. Gessoum. Est-ce qu'on peut prendre la 2e puis la 3e question? Ensuite, on nous rendra le micro pour que les panélistes puissent répondre aux questions. Il y avait une 2e main, madame, au milieu ici. Elle est juste là. Juste gardez la main levée, madame. Merci bien. Merci beaucoup. Je voudrais saisir l'occasion de la présence de son Excellence l'ambassadrice et de M. Gessoum. Donc j'ai 2 questions pour eux. Son Excellence, le Rwanda est souvent cité comme un modèle en matière d'environnement d'affaires, une référence en Afrique. Et d'ailleurs, on a déjà discuté cela hier dans le panel autour de l'efficacité opérationnelle. Et aujourd'hui, on parle d'échanges inter-africains. Et dans ce cadre-là, ma question, je dirais, dans la construction des corridors d'investissement, et là j'emprunte le terme de Gessoum, quelle est selon vous la place de la confiance juridique et comment le Rwanda l'a-t-il bâti avec ses partenaires africains? C'est ma question pour son Excellence. Et je me dirige vers vous, Monsieur Gessoum, par rapport à la prévisibilité juridique qui est souvent citée par les investisseurs comme un levier ou un frein pour l'investissement. Quel est votre point de vue? Vous êtes à la tête de la CAPC, d'un point de vue Algérie, et quels sont effectivement les leviers que le CAPC actionne-t-il dans ce sens-là, question de prévisibilité juridique? Merci. Merci beaucoup pour vos 2 questions et la pertinence de ces questions. La 3e et dernière personne pour sa question en arrière, la personne à la main levée. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un pour nous aider avec le micro, s'il vous plaît? Il y a une dernière question en arrière. Une dernière question, madame? Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Dr Nanaya, je suis du Ghana. C'est ma première fois de venir ici.
Je suis muy contente et muy heureuse. Je veux savoir ce que vous allez faire. Que mon frère a dit. I want my brother from Nigeria to understand what I'm saying. I want to know what is going to be done about what he said. Il était très pratique que nous avons besoin de gens qui peuvent aider les gens du Nigeria, du Ghana, le commerce, parce que si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas faire rien. Et nous avons besoin de l'argent, l'assistance, que 1% par chaque jour, on peut aider 1%. So if we help 1% a day, demain nous avons deux personnes. Chaque semaine nous avons 7 personnes. Mais c'est très important que nous commencions. Quand nous allons commencer avec l'assistance, après le parler, après la conférence, après toutes les conférences que nous faisons toujours, quand nous allons commencer avec l'assistance, que le commerce soit mieux pour nous, pour tout le monde. I want to know when the assistance is going to start. So business will be good for all of us. Thank you. After the conferences. Thank you very much for your question. Okay, so we thank will you. now answer the questions. Je vais donner la parole à Monsieur Eweme. I'm sorry for the mispronunciation. Eweme. Eweme. Yeah. Thank you, sir. I believe the question was for you. Was it? Yes. It was. She actually is asking when. My sister, you are saying when, right? Quand? When? When? Yes, when? Is it tomorrow? Is it tonight? Is it next year? My neighbor said now. I think the better person to answer the question is our gentleman from Afrexim Bank. It's always a money, I'm not going to say issue, but money Because challenge. they are the one keeping the money. Yeah, the first answer is yesterday, actually, because we have different lines with Nigeria and Ghana. So we are financing different trade transactions. We are financing different projects. I don't have the number of exposure now in Nigeria, but Nigeria is among the first shareholder and the membership in Afrexim Bank. They're benefiting from different lines. Maybe my colleagues here, they have the number now. Ghana as well. We are dealing with the government. We are dealing with some banks and some private sector companies in Ghana. For example, I will mention the number of banks that we have in Africa in general. We have a database of 225 approved banks with limits. And some of these banks are in Ghana. So we're confirming some LCs issued by the Ghanaian banks, and this will enlarge the volume of transactions with different African countries and with the rest of the world. So this is giving access to some Ghanaian banks to make trade with different countries in the continent outside. So we can have a B2B meeting after the panel, so we can put things clear for you, and we can hear from you to know how we can do more in both countries. I will be very happy, and I guarantee you next year I will come and give you testimony. You can confiscate my 2 colleagues there, so you can just They're get not them very far. close to you. Very good. Because I can tell you on point that none of us here will get money from the bank, from the Afrexim Bank. The people who are not here will get the money. We go to the conference and we don't get the money. We need it now. Okay. You will get. You will get. Very good. Thank you for pleading for all the private sector here and those You're who need the welcome. money. Thank you, ma'am. Thank you, Mr. Benafia. Merci pour votre intervention. Thank you, Mr. Weme, for sending the question to whom it belongs. Thank you very much. Donc nous avions une deuxième question et même troisième d'ailleurs. La première étant pour son Excellence, Madame l'ambassadeur. Et ensuite pour Monsieur Guesson. Merci beaucoup. Pour moi, je pense que c'était par rapport au classement du Rwanda dans le Be Ready et comment est-ce que le Rwanda a pu justement construire cette confiance juridique, comme vous l'avez appelé, surtout avec les investisseurs
venant des pays africains, mais d'autres pays également. Et je pense que, comme je le disais dans ma présentation tout à l'heure, tout commence par la clarté de la vision. Il faut commencer par un leadership qui a une vision très claire et aussi s'assurer que cette vision ne s'arrête pas seulement au niveau des dirigeants, mais cette vision descend jusqu'au niveau de ceux qui mettent en œuvre, avec bien entendu un mécanisme de redevabilité. Au Rwanda, nous avons chaque année une retraite gouvernementale dirigée par son Excellence, le Président de la République. Pendant cette retraite, chaque année, tout le gouvernement, les ministres, les chefs d'entreprise, les chefs d'institutions, tout le monde est dans la même salle pour rendre compte des actions menées toute l'année, des écarts qui sont constatés, mais surtout de venir ensemble pour planifier de nouveau après avoir identifié les défis. Et donc ça s'applique également dans le secteur des investissements. Donc si nous avons un code d'investissement qui ne répond pas aux besoins des investisseurs, eh bien ce code doit être revisé jusqu'à ce qu'il soit capable de répondre aux besoins des investisseurs. Évidemment, il faut avoir des lois qui sont claires et qui sont applicables. Et ça, je pense que ça a été un des éléments qui ont aidé le Rwanda à pouvoir être classé justement premier en Afrique en termes de Be Ready. Et nous pensons que nous devons continuer. Nous devons continuer parce qu'un autre aspect qui a effectivement facilité le climat des affaires au Rwanda, c'est l'utilisation de la technologie. Je le disais tout à l'heure, vous avez besoin de 6 heures et en ligne pour enregistrer votre business au Rwanda. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, c'est possible de faire des déclarations en ligne pour les impôts, les taxes, etc. Tout se fait aujourd'hui de façon digitale et cela a permis, en termes de réduction de coûts, en gain, en termes de temps, et surtout la lutte contre la corruption qui reste évidemment une grande priorité au Rwanda. Donc voilà certains des éléments et avec ça, nous avons aussi un système de feedback. Les investisseurs, ils ont une plateforme qui leur permet de dire voilà, cette mesure, elle fonctionne, celle-là, elle ne fonctionne pas. Et là, ça nous permet encore une fois l'opportunité de faire les ajustements nécessaires pour continuer à rendre le climat des affaires meilleur au Rwanda. Merci. Merci beaucoup pour ces informations, Excellence, Madame l'ambassadeur. Les 2 dernières questions étaient adressées à Monsieur Guessoum, à qui nous allons passer la parole. Oui. Merci. Je vais d'abord, avant de répondre aux questions, je vais saluer Mouna qui n'est plus là. Et vous savez, Mouna, celle qui vient de quitter la salle. Qui nous a aidés avec le micro. Qui nous a aidés avec le micro. Mais est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? On l'applaudit. Merci beaucoup. Pourquoi je veux l'applaudir? Parce qu'elle est chef d'une entreprise spécialisée dans le BTP et l'aménagement, une entreprise extrêmement innovante. Et par humilité et gentillesse, elle déplace le micro vers les gens. Voilà. Il faut le faire. Donc, il faut le faire. Merci. Ensuite, alors ça c'est la délégation algérienne. Donc Ali aurait pu attendre le soir pour me poser la question, mais il la pose maintenant pour m'embarrasser devant tout le monde. Donc je vais répondre quand même. Regarde Ali, en réalité, c'est l'essence du problème africain. Ce que tu mentionnes, c'est vraiment l'anti-souveraineté africaine. Et c'est exactement le genre de choses que l'Afrique doit changer. Je ne peux pas parler à mon confrère tunisien en passant par un hub européen. Cela n'a absolument aucun sens. Et dans cette optique, nous avons tous un travail à faire. Nous ne pouvons pas continuer à utiliser des nœuds européens pour nos connexions Internet intra-africaines. Cela doit changer. Et quand nous parlons de commerce intra-africain, nous devons parler aussi de souveraineté intra-africaine et cela passe par ce type de changement. Voilà. J'en reviens à Madame juriste ou avocate, certainement, vu la question. Mais bon, je triche un peu parce que j'ai discuté avec elle hier et je sais qu'elle est avocate. Donc, regardez, pour répondre à votre question, effectivement, au sein de notre confédération, cela fait des années que mes prédécesseurs ont porté ce problème de stabilité juridique.
Et nous avons été récompensés parce qu'en 2022, la nouvelle loi sur l'investissement, qui est une loi extrêmement ambitieuse pour l'Algérie, extrêmement favorable pour les investisseurs étrangers et locaux en Algérie, a mis en place une stabilité juridique sur 10 ans. Ça veut dire que même si la loi change, vous, en tant qu'investisseur, vous serez soumis à la loi qui s'était appliquée à vous lors de la déclaration de votre investissement pendant 10 ans. Voilà, donc ça, c'est une stabilité juridique qui est excellente. I would like to say a word to my friend from Ghana. Is she still there? Yes, she is. She is still there. Okay. So, first of all, we love Ghana. We love Ghana not only for the football team, but also for Ghana as a country who had a great governance for many years. So, congratulations, Ghana. Thank you. And I would like to say one word. I think our banker here is trying to fool you. Because, yes, they have line of credits to many African countries, but as an SME or a startup, you will never benefit from this line of credit. Thank you. Yes. You're welcome. So when you talk to him later, you know how to defend yourself. Thank you. You'll be my referee. Merci. I will. Merci beaucoup. Merci à l'audience pour la qualité de ces questions. Pour revenir à ma dernière question à mes panélistes, qui était une seule priorité ou une seule action, mais pas que, on s'entend, on a parlé de l'importance des infrastructures, de l'énergie, on a même parlé ici du PAPS, hein, dont on a fait la promotion parce que c'est un modèle de paiement qui fonctionne. On a parlé aussi de formation, l'importance de former notre jeunesse, la logistique, la liberté, la suppression de visas au moins exemptés aux hommes d'affaires, l'importance de la vision dont son Excellence Madame l'ambassadeur est revenue dessus, avoir des lois claires et surtout applicables, l'utilisation de la technologie. Ce qui ressort donc de nos échanges, c'est que tout est là, ou presque. La vision, les projets, les financements auxquels certains doivent encore avoir accès, mais le véritable enjeu reste la mise en œuvre, la coordination et la capacité de transformer ces dynamiques en impact concret sur nos économies. Le commerce centra-africain est un chantier en cours et il nous appartient collectivement de faire avancer les choses, de le faire avancer. Je voudrais adresser mes sincères et chaleureux remerciements à nos 6 panélistes que je vous demande encore une fois d'applaudir pour la richesse et la qualité de leurs interventions. Son Excellence Madame Shakila Kazimbaya Umutoni, merci de l'applaudir. Merci à Monsieur Souel Gessoum de l'Algérie que je vais très bientôt visiter. Merci. Merci à Monsieur Jaleb Tebib, merci encore pour l'accueil en Tunisie. Merci à Monsieur Laurent Kazadi de la RDC. Monsieur Afef Ben Afia qui a déjà des B2B qui l'attendent juste après. Et bien entendu, Monsieur Gilbert Eweme, merci encore pour la pertinence de vos interventions. Merci pour votre temps, votre expertise et votre engagement pour l'Afrique. Merci à tous pour votre engagement pour l'Afrique. Ce fut un honneur pour moi de modérer ce panel de qualité. Je vous invite donc à la photo de famille. Merci.